Alors désormais, je vais vous parler un petit peu de quelques éléments d'histoire sur l'approche intégrative. Euh, on a coutume de lire dans les manuels américains que l'idée d'intégrer différentes psychothérapies elle a émergé au milieu du XXe siècle et que c'est devenu un champ plus clairement délimité à partir des années 1980. Bon, pour ma part, je pense que avant même que les thérapeutes pense et parle d'intégration, celle-ci avait déjà commencé à apparaître par des déviations opérées sur les différentes théories et les différents cadres originellement proposés. Euh, le premier cas le plus connu pour moi, c'est celui de la cure type psychanalytique et des premiers dissidents de la psychanalyse. Si la psychanalyse a pris une place dans notre pays, ça n'est pas le fruit du hasard. La psychanalyse, par sa présence, n'aurait pas permis que l'espace soit occupé par d'autres réflexions. Euh, Nous pouvons, d'une certaine manière, voir l'antinomie entre psychothérapie et psychanalyse euh, en France, même si cette dernière est observée comme un traitement au même titre que les autres aux États-Unis. Euh, En France, on a plutôt coutume de ne pas mettre les deux éléments sur le même plan. C'est une position snob pour certains, c'est une évidence théorique et épistémologique pour d'autres, euh, mais on peut aussi dire d'une autre manière que la TCC n'est pas forcément considérée comme une psychothérapie par tout le monde, mais plutôt comme une thérapie qui redresserait les problèmes, là où la psychanalyse viserait plutôt l'épanouissement d'un sujet. Donc ça n'est pas aussi tranché et aussi simple. Ça va toujours dépendre de ce que l'on vient rechercher et de notre propre définition de ce que c'est que le soin ou la psychothérapie ou la relation d'aide, etc. Euh, la psychanalyse, elle a immigré avec un demi-siècle de retard sur nos terres par rapport aux États-Unis. Mais, euh, mais celle qui a pris la place devant la psychanalyse, ça n'était pas la thérapie cognitive et comportementale, mais l'hypnose, notamment quand a sonné le retour des soldats après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Euh, les premières critiques qu'on a pu faire de la psychanalyse portaient sur ce qu'on appelle pansexualisme, mais par ses propres élèves. La psychanalyse a dû résister aux demandes d'une société qui a vu naître la vitesse, le besoin irrépressible de contrôle et les résultats. Euh, on peut citer pour commencer Sullivan et Cohut qui ont abandonné l'accent qui était jugé trop important, mis de manière trop importante sur les dimensions pulsionnelles, sexuelles et agressives, et ils se sont un peu plus concentrés sur le développement de ce qui est alors appelé le self. Euh, mais en Europe, avant cela, Fairbairn et Georges Klein et d'autres théoriciens ont commencé à penser le développement du self en termes d'internalisation des représentations des autres et ont développé les théories de relations d'objets. Mais avant cela, on pouvait compter d'autres dissidents ou des néo-psychanalystes. Euh, Brouwer voulait pas considérer de sexualité infantile, et toute une série de psychanalystes se sont opposés à cette vision pansexualiste du fonctionnement humain. On peut citer Jung et Adler, qui sont assez connus. Euh, on peut également citer Ferenczi et Rank, qui ont pu sortir légèrement du cadre par l'utilisation de techniques qui étaient plus actives auprès de patients difficiles, bien qu'ils aient abandonné ces techniques au fur et à mesure du temps en changeant leur point de vue à propos du transfert ou de la régression. Ferenczi, lui, il voulait promouvoir une technique active à travers son article que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'élasticité de la technique psychanalytique. Donc on voit déjà à la publication en 1928, en tout cas dans les années 20, qu'il y a déjà une question de modification et qu'on n'est déjà plus dans un modèle, ce que j'appelle canonique. En 1930, Rank a coupé ses liens avec le mouvement analytique. En 24, au moment de sa première visite aux États-Unis, les prémices de sa pensée commençaient déjà à germer par l'accueil d'autres thérapeutes qui n'étaient pas analystes
comme Taft ou Robinson, qui sont assez connus aux États-Unis. Donc il a été approché par de nombreux travailleurs sociaux. C'est ce qui va expliquer par la suite son influence sur Carl Rogers. Donc là, c'est intéressant de voir que de la psychanalyse est né quelqu'un qui est un peu dissident et qui a pu influencer un autre thérapeute très connu d'une autre approche, qui est l'approche humaniste. Euh, et d'ailleurs, il a assumé ses influences provenant de Rank. Euh, on peut même citer un des bouquins de Rank qui ferait bondir plus d'un psychanalyste qui s'appelle Thérapie par la volonté, qui date de 1936. Euh, il essaye dans cet ouvrage de proposer le passage d'une intellectualisation du fonctionnement névrotique par le patient, à l'aide de son analyste, à une affirmation par le patient de son expérience intérieure, permettant de renforcer la constitution de son ego ou de son moi. Donc il explique finalement que l'approche de Freud à propos des résistances du patient était comprise comme une résistance à l'autorité de l'analyste. Donc vous voyez déjà la grosse défiance de l'auteur par rapport à Freud. Rank a inversé le projecteur pour porter l'accent sur le patient et il insiste sur l'implication de l'analyste dans le processus. Et par la suite, c'est toute une démarche qui va ressembler aux piliers de l'approche humaniste qui vont se développer, enfin qui va se développer. L'indifférence qualifiée par Rank de l'analyste est repoussée et remplacée par une attitude d'acceptation et d'empathie. Donc là, on voit déjà, et c'est intéressant parce qu'en France, souvent, on cite certains dissidents, mais on ne va pas jusqu'au bout de leurs ouvrages, en tout cas sur les derniers. Rank parle d'acceptation et d'empathie, et qui pour lui serait le moteur de la guérison. Donc est-il encore psychanalyste? Pour certains oui, et puis pour certains bien évidemment que non. Il a utilisé l'analogie de l'accouchement pour parler de sa vision de l'accompagnement. Bon, par la suite, il y a eu une américanisation de la psychanalyse et une émergence des psychothérapies. En 1909, vous savez que Freud et Jung arrivent aux États-Unis avec la célèbre phrase « Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste », mais qu'aura été rapportée par Lacan. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Bon, ça fait partie du mythe par rapport à la venue de Freud. Et c'est bien la terre d'un nouveau monde qui va être foulée, parce que ce qui caractérise les Américains, c'est le pragmatisme. C'est une doctrine qui dit que la pratique guide la théorie, et pas l'inverse. Euh, Pragma, ça désigne l'art de faire qui est basé sur la réalité. Donc Freud veut garder la mainmise sur la psychanalyse aux États-Unis, mais les Américains, ils veulent leur indépendance. Donc la rupture sera consommée avec l'Amérique, notamment sur la question qui est en mesure, qui est précisément qui est en mesure de pratiquer la psychanalyse, et ce sera les médecins. Donc c'est la première rupture officielle de Freud avec l'Amérique, elle date de 1926, avec son écrit La question d'analyse profane. Il y propose la cooptation des psychanalystes, et alors psychanalyste, celui qui a suivi une analyse didactique. C'est finalement, et malheureusement aussi on pourrait le dire, une affaire de famille. Mais paradoxalement, il y aura beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais c'est aux États-Unis que la psychanalyse a le plus de place dans les instances officielles. Euh, L'analyse profane est seulement permise à partir de 1990. En tout cas, du début des années 1990 aux États-Unis. Euh, la psychanalyse s'est retrouvée du côté du pouvoir à la fin des années 50. On parle en psychiatrie du développement des enfants selon les stades de développement psychosexuel. La psychanalyse, elle est médicalisée aux États-Unis. Elle est introduite dans les cursus universitaires américains. L'inconscient est domestiqué et banalisé dans une optique d'adaptation sociale normale. C'est ça qui est recherché par les Américains à travers l'utilisation de la psychanalyse. C'est clairement ce point de vue du pragmatisme américain qui pourrait poser question. À savoir qu'un dogme caché s'y trouve derrière ce pragmatisme. Une volonté de ramener les gens vers la norme. Comme si ceci ne correspondait à aucune valeur que d'être pragmatique, et en fait pas du tout. Euh, j'ai envie de dire, on pourrait faire la même critique au DSM qui est censé être athéorique et qui ne l'est finalement pas. Euh,
ça n'est pas pour rien qu'aux États-Unis s'est développée la psychologie du moi, qui met l'accent sur les phénomènes conscients, qui a pris une place importante et qui laisse aujourd'hui place aux approches interpersonnelles qui privilégient l'ici et le maintenant et influence et conceptualise l'influence du thérapeute. Euh, donc la théorie du moi et de l'intégration aux normes sont nées au détriment de l'analyse des processus primaires et de la scène inconsciente aux États-Unis. Euh, la psychanalyse que vous goûtez aux États-Unis n'a pas le même goût que celle que vous goûtez en France, pas du tout même. Elle n'a que le nom, mais elle n'a pas forcément le contenu, le processus. En s'appuyant sur la relation réelle, parce que c'est quelque chose qui est nommé et qui nous provient des États-Unis, et notamment dans le cadre de la psychanalyse, en s'appuyant sur la relation réelle entre l'analyste et le patient, les auteurs du courant interpersonnel n'ont pas délaissé le transfert, ils ont d'ailleurs développé des idées dans ce sens, mais sans oublier la prise en compte de la réalité dans la cure. Et c'est d'ailleurs d'eux que va provenir la notion d'alliance thérapeutique, qui est une façon de rappeler qu'il y aurait une réalité de la relation à côté des aspects transférentiels. Les Français ont été beaucoup plus frileux pour parler de ça. La psychanalyse a pris ses marques dès 1910, dans les années 50-60 en France, mais en médecine mentale, mais aussi dans le travail social, les sciences humaines, les arts, le spectacle, le management, etc. Aujourd'hui, elle n'est pas banalisée, mais elle est considérée comme une technique, finalement, particulière, convenant à des indications précises et limitées. Donc le développement de la TCC dans les années 1930-40 et du DSM dans les années 80 va réduire l'engouement de manière drastique des psychiatres envers la psychanalyse aux États-Unis. Euh, Freud n'a pas eu la main mise sur la psychanalyse aux États-Unis. On peut dire que c'est un territoire qui reste moins, voire non réglementé, et ça va devenir un lieu d'où le père est absent et les enfants se permettront des fantaisies en termes de cadre et d'idées. Et donc on peut, j'invite certains psychanalystes français qui lisent l'anglais ou qui peuvent lire une traduction faite en français, s'intéresser à ce qui est devenu la psychanalyse, on va dire un cousin éloigné dont on ne reconnaît ni la culture ni la familiarité en fait. La psychologie du moi fait surface, comme je vous l'ai dit, à travers le courant interpersonnel. Et c'est de là que vont apparaître ces idées d'expérience émotionnelle correctrice et de l'importance de l'engagement du thérapeute ou analyste en tout cas. Euh, il y a quelque chose d'important qu'il faut noter. Alors, je vais vous citer Ornstein en 93 qui nous dit à propos de ce que j'appelle moi l'opérationnalisation des abstractions théoriques. Alors, ça veut dire quoi dans un langage simple? Ça veut dire comment on a rendu concret, évaluable, pragmatique des abstractions théoriques que la psychanalyse nous compte. Comment on peut rendre concret notamment le contre-transfert. Donc pour les Américains, j'ai envie de dire c'est pas bien compliqué, vous faites un questionnaire et vous évaluez votre contre-transfert avec un chiffre, voilà, avec plusieurs items. Donc Ornstein en 93 nous dit les psychologues américains ont fait à la psychanalyse ce qu'ils ont fait à toute psychologie arrivant en bateau d'Europe. Ils ont ignoré leurs hypothèses sous-jacentes, écrémé ce qu'ils pourraient utiliser et remballé le contenu restant dans le langage scintillant de la science positiviste. En France, on a peu tendance à imaginer des protocoles scientifiques qui viendraient tester des théories analytiques, mais Lashley, en 1924 déjà, par exemple, propose un équivalent physiologique de la libido, l'idée qu'une série de réponses conditionnées à certains stimuli serait responsable de l'excitation sexuelle. Donc vous voyez bien qu'il y a un biais épistémologique important. Ce serait comme confondre le cerveau et l'esprit et le psychisme. Voilà. Euh, mais l'approche behavioriste a le mérite d'avoir tenté des rapprochements entre sa pratique et la psychanalyse. Mais il faut comprendre que les Américains, eux, ils veulent, euh, ils veulent saisir ce qui se passe et souvent évacuer la magie ou l'élitisme en robant certaines pratiques. Ils ont besoin de comprendre les recettes.
de les dépouiller, de dépouiller le phénomène de ces petits enchaînements invisibles à l'œil nu, en fait. Bref, ils ont besoin de pouvoir reproduire des séquences pour notamment les transmettre et les améliorer. La psychothérapie reste un processus d'apprentissage, y compris la sainte psychanalyse pour eux, si nous nous plaçons dans leur perspective. En 1932, French traduit la psychanalyse euh, en termes physiologiques en mettant en parallèle la psychanalyse et les travaux de Pavlov. Donc vous voyez bien que là on arrive dans, on va dire, des méandres qui pourraient faire frissonner beaucoup de psychanalystes. La première tentative de créer un pont entre deux modèles différents afin d'atteindre une compréhension commune de psychothérapeutes, date donc de cette période avec French. Le refoulement est compris comme une réponse du moi à un signal envoyé par le surmoi. Ça serait l'équivalent des mécanismes physiologiques de l'inhibition externe et interne décrite par Pavlov en 1933. Kubi, en 1934, nous parle de l'attitude du psychanalyste et il dit que c'est l'équivalent de la minimisation des stimulations qui, d'après Pavlov, permettrait de lever des inhibitions externes et laisserait passer des réponses. Il est un des premiers à observer les techniques du psychanalyse sous un œil épuré, quasiment behavioriste, à travers des réflexes conditionnés. Donc par la suite, les thérapies psychodynamiques et centrées sur le client, donc les thérapies rogeriennes, sont observées sous le prisme du renforcement également et de l'apprentissage interne que des néo-behavioristes comme Hull ont étudié. Euh, donc vous voyez que là où je suis en train de vous amener, c'est que certains praticiens, avec leurs outils, sont venus évaluer, un peu comme des anthropologues, ce qui se passait sur d'autres terres. Mais sans vouloir en comprendre les rituels et l'histoire non plus. Vraiment de manière la plus, j'ai envie de dire, objective possible, mais peut-être aussi de manière un peu colonialiste. Euh, donc le conditionnement opérant est par certains reconnu comme un facteur commun. Donc dans les années 60, Franck, mais il y a aussi Marmor aussi qui nous disent, voilà, c'est un facteur commun, ce conditionnement opérant dans la psychothérapie, la psychanalyse. Euh, selon eux, on peut l'évaluer dans l'approche comportementale, mais dans l'approche aussi psychanalytique et humaniste. Donc c'est tout un pan de recherche qui s'est qui a été développé sur le rôle du thérapeute en tant que renforçateur. Euh, Il y a même Shaw et Brady dans les années 60 qui proposent de comprendre l'insight, on pourrait appeler plus ou moins vulgairement la prise de conscience, et le transfert sous l'angle du conditionnement uniquement. Euh, voilà. Euh, il y a deux auteurs qui sont très connus aux États-Unis qui s'appellent Dollard et Miller en 1950. Ils ont modifié la technique analytique afin d'augmenter l'activité du thérapeute et de l'encourager à donner des instructions. Donc c'est une attitude thérapeutique assez commune aujourd'hui, qu'on retrouve dans l'approche cognitivo-comportementale et, et qui a amené ces psychanalystes à utiliser des devoirs, des jeux de rôle, ce qu'on appelle du modelage ou modeling en TCC, et des confrontations graduées à des situations qui génèrent de la peur, donc c'est ce qu'on appelle l'exposition comportementale. Voilà. Donc tout ça, ce petit point sur l'opérationnalisation des abstractions théoriques, alors c'est pas uniquement pour vous faire bondir, mais c'est pour aussi vous dire que on peut avoir une démarche d'expansion. Et donc on peut reprocher à la psychanalyse d'expliquer le monde entier à travers ces concepts d'inconscient ou de sexualité infantile, mais on peut voir le contre-exemple des comportementalistes qui essayent à un moment donné de vouloir expliquer tout en termes de renforcement et de conditionnement. Euh, pour continuer sur l'histoire, il y a eu une période de recherche de facteurs de changement. On s'est demandé s'il y avait des facteurs de changement qui n'étaient pas spécifiques à une psychothérapie qui était donc commun à toutes les psychothérapies. Ça a été un tournant important évidemment dans le développement de l'approche intégrative. Euh, donc on sait que
Garfield en 57, à la manière de Thorne, s'intéressait à l'intégration de façon empirique, en soulignant que les facteurs universels existaient à travers les psychothérapies, comme la compréhension, le soutien du thérapeute, une catharsis émotionnelle et la connaissance de soi. Donc là, on est dans les années 50 aux États-Unis. Et on est en 2020 en France. Euh, Frank et London dans les années 60 ont pointé du doigt des points communs. Euh, donc Frank il va décrire des processus de changement similaires dans les pratiques religieuses, le lavage de cerveau, l'effet placebo, la médecine et la psychothérapie. Donc je trouve que c'est un peu osé, mais je trouve ça intéressant quand même de se demander, au-delà de toute idéologie et parti pris, qu'est-ce qui pourrait expliquer les points communs entre différentes pratiques qui permettraient d'amener une personne à changer, à se transformer. Euh, je vais passer un petit peu sur certains éléments parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais simplement pour vous donner des éléments par rapport à ce qu'on appelle la Société pour l'exploration de l'intégration en psychothérapie, qu'on appelle la CEPI aux États-Unis. Euh, En fait, l'American Psychologist, dans les années 70, a lancé un appel, c'est une revue, et Marvin Goldfried a répondu à cet appel qui proposait de s'intéresser au principe de changement aux facteurs communs. Euh, donc c'est là où Goldfried rencontre Hans Stroop, qui est psychanalyste. Goldfried est comportementaliste. Et en 1979, ils ont fait une première liste de professionnels intéressés par le rapprochement de diverses orientations. Donc 79, hein, c'était il y a 41 ans. Donc Marvin Goldfried va rencontrer Paul Wachtel, qui est un autre psychanalyste, pendant 1 ou 2 ans lors de repas passionnés, euh, mais a priori ils ne se sont pas battus, même s'ils étaient de deux orientations différentes. Le 15 juin 83, 6 cliniciens se sont retrouvés à New York afin de découvrir les résultats de 163 questionnaires qui ont été envoyés à des praticiens à propos d'un regroupement de personnes d'horizons différents. Une newsletter s'est mise en place et un premier congrès a eu lieu en 1983 à Annapolis dans le Maryland et il a réuni 100 à 150 participants. Et donc je vais vous lire les objectifs de la CEPI. Elle doit tenir lieu de groupe de référence pour les spécialistes intéressés à œuvrer à l'élaboration d'une nouvelle approche en psychothérapie qui ne soit pas forcément associée à une orientation théorique donnée. Nombreux sont ceux d'entre eux qui ont de la difficulté à s'aligner sur une école particulière et qui accueilleraient favorablement un groupe de ce type, clairement identifiable. La société s'est donné comme deuxième objectif de remplir une fonction éducative à l'endroit des cliniciens en quête de principes thérapeutiques mieux définis, dépourvus de liens, avec une orientation thérapeutique précise et à partir desquels ils pourront travailler. Pour réaliser cet objectif, des confrères, des ateliers de formation ainsi qu'une liste de publications seront offerts aux membres de l'organisation. La société aura pour troisième fonction d'appuyer ceux de ses membres qui souhaiteraient s'engager dans une démarche de recherche fondée sur la collaboration et destinée à étudier le processus thérapeutique. Donc là, on voit qu'on a 40 ans de retard, mais il ne faut pas oublier un élément très important, c'est que l'histoire américaine fait que l'on a aplani dès le départ, on a fait rentrer sur j'ai envie de dire un même plan, toutes les pratiques qui visaient à aider les gens. Donc la psychanalyse n'a pas eu un statut différent fondamentalement, qualitativement, que les autres approches, notamment l'approche comportementale. Et je pense que c'est l'explication qui les amène, c'est une des explications qui fait que les Américains sont amenés à réfléchir ensemble et que les Français, malheureusement, n'arrivent pas bien à réfléchir ensemble sur ces principes-là. Euh, pour continuer, on sait que le nombre de psychothérapies est en perpétuelle augmentation, qu'il y a des enjeux marketing qui sont très importants. Euh, Certains modèles se présentent comme tout à fait novateurs, mais la plupart du temps, je défie quiconque de retrouver dans toutes les nouvelles psychothérapies qui existent depuis une vingtaine d'années des processus qui soient précisément nouveaux. Euh, on peut prendre l'exemple de l'EMDR, dont l'efficacité semble avoir été
démontrés avec une certaine méthodologie dans des études. Sur un plan globalement statistique, le MDR est pas plus efficace que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pertinente pour l'utilisation auprès de vos patients. Mais certains diront qu'il y a des éléments d'hypnose, clairement. D'autres vous diront qu'il y a des éléments de gestalt. D'autres vous diront que c'est de la TCC quasiment pure. Voilà, donc on peut dire que ce sont des assemblages à partir d'éléments, de processus, d'outils, de stratégies qui existent déjà. Euh, donc la question n'est pas celle du plagiat de l'EMDR ou de toutes ces nouvelles pratiques, parce que je crois qu'on n'a pas à parler de plagiat, mais peut-être qu'on peut parler de l'honnêteté des auteurs qui sont forcément influencés, qui sont dans une culture, dans une histoire. Donc on peut parler des influences qu'ont reçues certains modèles. Et c'est ça que je peux apprécier dans le modèle de la thérapie des schémas de Jung, c'est qu'il a au moins le mérite de dire clairement de ce par quoi il a été influencé. Euh, voilà. Donc on assiste à une floraison des psychothérapies. Euh, on a plusieurs difficultés par rapport à ça. L'outil fascine beaucoup. On est très obsédé par la mesure et l'évaluation. Au lieu de s'intéresser à l'objet lui-même, on s'intéresse au type d'intervention. Euh, une des difficultés, c'est qu'on pense parfois observer des objets naturels, c'est-à-dire des objets qui sont dénués d'une influence humaine. Euh, Comme si on avait trouvé le Graal, le- l'outil qui permettrait de faire une réelle différence et d'appuyer au bon endroit. Le fait d'avoir médicalisé les approches, d'avoir utilisé des IRM à qui mieux mieux, n'a pas permis de calmer ça. Bien au contraire, je pense que ça a fait flamber les choses, puisque beaucoup de psychothérapies modernes se battent pour prouver leur efficacité en vous tendant un IRM, voilà, ce qui est quand même contestable, pour plusieurs raisons. Maintenant, la question, c'est de comprendre un peu quels sont j'ai envie de dire, les processus en jeu quand on arrive comment dire, à amener un patient à changer. Pour terminer, j'aimerais quand même dire euh, qu'il manque peut-être une sorte de généalogie euh, à ces psychothérapies modernes. Euh, alors, en parlant de généalogie, la psychogénéalogie, on peut dire qu'elle emprunte à la psychanalyse et à la systémie. On peut dire que la thérapie comportementale dialectique, elle emprunte des éléments de pleine conscience et de thérapie interpersonnelle. On peut dire que la thérapie cognitive processuelle, elle emprunte quasiment sans rougir des notions de discussion avec les parties de soi, donc ça appelle à la gestalt, alors que ça provient a priori de la TCC, enfin ça fait partie du champ de la TCC. L'EFT comprend des éléments de PNL, de suggestion, de médecine chinoise. Euh, L'EFT qu'on appelle, donc ça c'est l'autre EFT, Emotion Focus Therapy, propose une psychothérapie bien plus complète, mais qui découle pas mal de l'approche humaniste. La sophrologie, elle semble difficile à différencier de l'hypnose. Les deux pratiques ne cheminent pas de la même manière, n'atteignent pas exactement les mêmes objectifs, mais on peut parler de la question de la visualisation et de l'état de conscience particulier qui est mis en exergue. Euh, la PNL emprunte à la Gestalt, l'analyse transactionnelle, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, emprunte à la psychanalyse. L'intégration des cycles de vie emprunte à l'EMDR emprunte à l'hypnose. Euh, Bref, j'ai envie de vous dire, euh, ça n'est pas bien grave, mais je pense qu'il est intéressant pour ne pas devenir victime de l'idéologie de son modèle, pour ne pas s'enferrer dans des conflits qui ne servent à rien. Je pense qu'il est utile par moment d'avoir connaissance de où on vient, de l'histoire qui a permis la création du modèle auquel on fait référence, et surtout, j'encourage la plupart des étudiants à chaque fois à faire cela, à ouvrir le plus de bouquins possible, mais diversifiés. C'est-à-dire que pour moi, si j'avais le choix entre connaître tous les écrits de Freud de A à Z, ou en connaître un quart et un quart ailleurs, et encore deux autres quarts ailleurs, ben c'est ce que je ferais. À moins que l'on sache dès le départ
sorti du bac, quel est le modèle suprémaciste qui permettra de tout expliquer sur cette planète. Donc, évidemment, dans une optique d'approche intégrative, je pense qu'il est important de maintenir une curiosité, puisqu'on le sait bien sur le terrain, à un moment donné, le meilleur thérapeute du monde, s'il ne fait référence qu'à un seul modèle, eh bien, a deux possibilités. Soit il se dit, j'ai une limite que j'ai bien identifiée, je ne peux pas aider ce patient, et dans quel cas, pourquoi pas. Soit il persiste et il signe que son modèle triomphera, et donc là, on peut être parti malheureusement sur des carrières de patients gardés en consultation pendant 10, 15, 20 ans. Et je pense qu'on peut parfois quand même faire l'économie de ça. Voilà. Voilà, je vous remercie.